doucement, on a atteint, un nombre de participants qui a l'air de se stabiliser. Comme, vous le savez, on va vous présenter aujourd'hui un webinaire qu'on aime bien appeler checklist. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous accompagner dans les dernières étapes avant le dépôt de votre projet Pathfinder Challenge 2023. Donc il y a 5 appels différents sur des thématiques différentes, mais en tout cas, on va essayer de vous montrer les points communs, que ce soit sur la partie administrative ou, sur la partie scientifique, directement. Donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont habitués, à notre, manière de fonctionner, on va vous demander de couper vos micros, de lever la main si vous souhaitez intervenir. Il faut vraiment pas hésiter, vous pouvez, lever la main à tout moment. Alors sachez qu'à la fin, il y a une session questions-réponses, mais si vous avez un point précis, n'hésitez pas à intervenir, toujours en levant la main. Et si vous avez des questions, par contre, on va vous demander de les poser via Slido. Donc vous avez besoin de télécharger, rien du tout, c'est un site internet. Vous pouvez, y accéder avec le QR code à l'écran ou directement sur le site, que vous voyez, Slido, avec le code EIC Pathfinder. Alors normalement, vous allez retrouver pardon, ce code sur 80 des diapos. Donc, si vous ne le voyez pas tout de suite, ça devrait aller par la suite. Et n'hésitez pas si vous voulez, bon là, c'est un peu short pour la deadline de octobre, mais avoir un webinaire plus généraliste sur, on va dire les attentes et la philosophie du Pathfinder Challenge, de manière générale. Il y a le replay toujours de notre webinaire qui s'est déroulé en mai dernier. Donc, je vais peut-être, commencer aussi par, nous présenter, Laurent, Chiara et moi. On est les PCN, donc points contact nationaux, sur l'EIC, donc le Conseil européen de l'innovation, et sur les instruments Pathfinder et Transition, même si aujourd'hui c'est surtout pour le Pathfinder. Et du coup, si vous souhaitez nous contacter, on est derrière cette adresse générique qui est l'adresse du PCN. Vous avez en fait l'adresse aussi, là je vous ai envoyé un mail il y a à peu près 20 minutes pour vous rappeler le lien. Et ben, on est en copie, donc vous pouvez reprendre cette adresse tout bêtement. Et si vous voulez suivre l'actualité, on a une page LinkedIn où on poste à chaque fois qu'on fait un événement, ou chaque fois qu'il y a des infos, par exemple la publication du work programme, et cetera, et cetera. Donc voici le programme de cet après-midi, enfin de cette heure et demie. Ça va pas durer toute l'après-midi, je vous rassure. Sur le l'EIC, Pathfinder Challenge, on va rappeler brièvement, le contexte de l'EIC, le Pathfinder Challenge, ses particularités. Donc vérifier avec vous à nouveau que votre projet, est cohérent avec, l'appel que vous visez. Puis on va partir sur la candidature, donc sur notamment la partie administrative, la part A, qui sont les formulaires, que vous allez à remplir directement en ligne. Et après la partie B, donc la partie scientifique, où là, on va rentrer dans les 3 gros critères d'excellence, les 3 gros critères d'évaluation qui sont excellence, impact et implémentation. Et puis finalement, une petite checklist finale pour faire honneur au titre du webinaire. Donc la première partie, ça va être la philosophie de l'EIC et je vais me charger, de vous présenter ça. Donc le Conseil européen de l'innovation, j'espère que vous découvrez ça pas aujourd'hui, mais que ça va être un rappel. Peut-être on va rentrer plus dans les détails, que vous ayez une idée du contexte dans lequel, se construit cet appel. Ce conseil-là, il a un objectif, si on résume brièvement, c'est de faire l'Europe un leader de l'innovation au niveau international. Donc son objectif, ça va être, via la disposition de 3 instruments de financement, de financer de l'innovation radicale qu'on dit à haut risque, c'est-à-dire qui est en rupture avec ce qui se fait actuellement dans le domaine, visé et qui est donc par essence risqué. Est-ce qu'on va arriver à atteindre nos objectifs, arriver à la preuve de concept, si on se met dans le cadre du Pathfinder? Donc, c'est des technologies qui vont pouvoir amener un bénéfice sociétal et économique très important, mais qui donc comportent des risques. Donc c'est l'objectif aussi de cet EIC, ça va être de dérisquer, notamment au niveau des entreprises, dérisquer les technologies qui sont présentées pour, à terme, attirer des investisseurs privés. Donc ça, on est sur du plus long terme, mais c'est cette vision de continuum, c'est-à-dire une technologie qui est en rupture, qui pourrait avoir un très fort potentiel, qui va être poussée jusqu'au marché, jusqu'à être financée par le privé. C'est vraiment tout ce continuum-là que l'EIC finance. Et donc, je viens de le dire un peu indirectement, mais, l'EIC va couvrir toute la chaîne de l'innovation, tout le niveau, toute l'échelle de maturité de l'innovation qu'on appelle TRL, donc Technology Readiness Level, qui a 9 niveaux.
Et si vous ne connaissez pas, pour résumer simplement, TRL1, vous avez l'idée de la technologie, mais simplement une idée. TRL9, le produit, il est sur le marché. Donc, le Pathfinder, comme vous le voyez, il va se positionner sur le début de cette échelle. On est sur de la recherche exploratoire à visée technologique. Et comme on le voit aussi à l'écran, on va arriver à un TRL 3-4 à la fin, c'est-à-dire une preuve de faisabilité ou une validation à laboratoire de la technologie ambitionnée. Donc, on est encore sur les prémices d'une technologie, mais il faut que vous ayez une vision à long terme de ce que vous visez et à quoi pourraient servir les avancées en termes de recherche que vous êtes en train d'effectuer. Donc, pour les 3 instruments Pathfinder, transition et accélérateur, on va retrouver 2 types d'appels. On va des appels open, donc leur nom, est assez clair, c'est des appels blancs, sur toute thématique et des appels challenges. Donc challenges, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est des appels thématiques qui changent chaque année. Les principes du Pathfinder Challenge, c'est un peu ce que je viens de vous dire, une vision de la future technologie, quelle est la différence qu'elle va amener dans nos vies ou pour l'économie. Voyez-vous une manière plausible de réaliser la percée scientifique qui vous permettra de réaliser cette technologie? Et pensez-vous pouvoir réaliser la preuve de principe et valider la base scientifique de cette technologie via une équipe interdisciplinaire de chercheurs et d'innovateurs? Donc l'objectif à terme, c'est, d'avoir une technologie radicalement nouvelle avec un fort impact, effectuer une percée scientifique concrète, qui est à la frontière et ambitieuse, vers la technologie ambitionnée et puis c'est un peu ce qui a été aussi expliqué, cette notion de high risk, high gain. Alors ceux qui connaissent l'ERC, vous connaissez ce principe-là, mais c'est effectivement, c'est très risqué, ça nous demande, un gros financement, on n'est pas sûr d'atteindre les objectifs, mais potentiellement, ce serait un gain très, très important, pour l'économie et la société. C'est un peu redondant, c'est un peu tout se fait écho, mais c'est parce que c'est très important, en fait. C'est on va dire, si vous cochez pas ces cases-là sur la technologie que vous souhaitez développer, si vous n'arrivez pas à le prouver par A plus B, ça peut bloquer tout simplement, au niveau de l'évaluation. Alors, le taux de succès pour les Pathfinder Challenge en 2022, il est de 10. Alors ceux qui connaissent les Pathfinder Open, bah, vous remarquez que les challenges, c'est moins compétitif. Alors ça reste très compétitif, mais c'est moins, enfin, il y a un meilleur taux de succès, donc ça fait toujours plaisir, même si d'un challenge à l'autre, ça varie énormément parce qu'on va pas avoir le même nombre de dépôts par challenge et cetera. Contrairement à l'ERC, parce que beaucoup de gens présentent l'EIC comme un pendant de l'ERC, mais pas du tout dans les faits finalement. On est sur du collaboratif, c'est de la science et de la technologie, donc on a quand même des points qui sont, spécifiques à l'EIC, et qui font qu'il a ses particularités. L'EIC Pathfinder Challenges, en l'occurrence, permet notamment à l'UE, enfin la Commission européenne, de faire redescendre ses priorités en termes de de, mmh, de ses priorités technologiques. On va dire, que ce soit, bah, là, on peut retrouver des thématiques qui font assez écho. Alors, cette année, je ne sais pas s'il y a, j'ai déjà oublié les noms, mais l'année dernière, on avait du quantique. On va retrouver des questions sur l'énergie, en des stockages d'énergie, sur, le stockage d'énergie dans l'espace et cetera et cetera. Ça, c'est des sujets, des thématiques qui ont été identifiés par, les différents fonctionnaires de la Commission européenne et qui demandent donc aux communautés scientifiques, européennes de se mobiliser dessus. Il faut donc avoir une vision à long terme qui est essentielle, une idée qui soit plausible et pas floue en disant: «Bah oui, je vais avancer dans mon domaine, c'est hyper, innovant dans mon domaine, ce que je vais faire», mais concrètement, on n'arrive pas à avoir une application à long terme. Ça peut être très rédhibitoire. Et l'écriture d'un projet, EIC Pathfinder est très différente de celle d'un article et ça en demande, autant d'investissement, voire, plus parce qu'on se retrouve parfois avec, des jargons et une culture européenne particulière. Alors concrètement, est-ce que vous êtes éligible? Alors j'espère que vous avez checké si vous êtes sur le point de déposer, ben, on fait un double check. Vous avez une plus grande possibilité de partenariat dans le cadre d'un Pathfinder Challenges. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Horizon Europe, on a toujours cette règle de un consortium de 3 entités, enfin de minimum 3 entités légales issues de 3 pays différents. Donc il faut qu'il y ait 3 pays différents représentés, pays différents étant des États membres ou des États associés. Là, je dis tout de suite, UK n'est pas associé parce qu'on peut, se poser la question pour ceux qui suivent un peu en septembre, bah, du coup, oui, le mois dernier, il y a eu, une promesse de signature de contrat d'association, donc le Royaume-Uni va être associé en tant que pays associé à Horizon Europe prochainement, mais cela,
prendra effet qu'à partir du 1er janvier. Déjà, pour l'instant, rien n'est signé, donc même pour le 1er janvier, c'est pas sûr à 1000% non plus. Donc, il faut faire quand même attention, mais a priori, même si c'est effectif, ce sera pas pour les deadlines, ce sera que pour les deadlines après le 1er janvier. Donc, malheureusement, cette deadline ne compte pas, donc UK ne peut pas compter dans les 3 pays différents de base qui vous rendraient éligible. Mais au-delà de cette règle de 3 entités égales minimum, de 3 pays différents, on a le droit pour les Pathfinder Challenge uniquement, en tout cas ce qui concerne les Pathfinder, d'être à 2, donc 2 pays différents toujours, 2 pays éligibles différents ou être monobénéficiaire. Donc monobénéficiaire, bah, bien sûr un pays éligible, mais là on s'adresse à la communauté française, donc a priori vous êtes éligible totalement. Par contre, petit point à rappeler, les projets monobénéficiaires sont éligibles pour les établissements, monobénéficiaires sont éligibles pour les établissements ou pour toute entreprise au maximum de la taille d'une PME. Si vous êtes plus considéré comme une PME aux yeux de la commission, vous n'êtes pas éligible. Les mid-caps et les grands groupes ne sont pas éligibles en monobénéficiaire. Donc s'il y a des questions après, on reviendra dessus, mais il faut bien faire attention à ça. En tout cas, les établissements publics, par contre, sont éligibles en monobénéficiaire. Donc voilà. La participation du secteur privé, quand on la regarde de plus près, on se rend compte qu'effectivement, il y a une majorité de secteur public, que ce soit sur le Pathfinder Challenge ou Open, mais on voit qu'il y a quand même une vraie présence, des partenaires. Donc tout ce qui est aspect, transfert technologique, la valorisation, bah, sont souvent au cœur et notamment de la partie impact. Donc on a souvent des entités du secteur privé qui sont là soit pour représenter le marché, soit pour accompagner dans le développement de la technologie. Et quand on regarde la coordination, on voit qu'il y a une présence plus faible, donc la majorité des projets sont coordonnés par des établissements publics. Après, ce qui peut se justifier, parce que quand vous êtes dans un partenariat, on ne conseille pas particulièrement à des entreprises de petite taille, en tout cas, de prendre la coordination d'un partenariat européen, parce que c'est très, très lourd. Donc c'est pas non plus, le plus agréable, on va dire, en termes de charges au quotidien. Mais on se rend compte qu'il y a quand même 25% à peu près des partenaires, sur les EIC Pathfinder qui sont du secteur privé. Donc une présence peut-être plus faible du secteur privé, mais qui reste quand même bien présente et là, on l'a pas noté, mais on se rend compte qu'il y a un peu plus de 1 partenaire par consortium qui est du secteur privé, si on lisse, en gros. Mais ça ne veut pas dire que c'est une règle dans un sens ou de l'autre. Vous pouvez être plus qu'une entité privée ou moins, il y a pas de souci, mais c'est important de le noter. Et en tout cas, ce qui est important et ce que vous devez absolument avoir lu, avant de déposer et que j'espère vous avez déjà vu ou feuilleté du moins, c'est les challenge guides. Vous visez un challenge en particulier, vous avez un challenge guide qui fait, moins de 10 pages, c'est quand même relativement court, qui est rédigé par le programme manager en charge du challenge et qui va vous donner toutes les clés de compréhension du challenge et vous allez là savoir si, bah, potentiellement, est-ce qu'on va vous demander, d'avoir des consortiums de telle ou telle taille, composés de telle ou telle, discipline, entité et cetera et cetera. Donc c'est ça qui va déterminer et qu'il faut absolument lire. C'est-à-dire que vous avez un cadre commun des Pathfinder Challenge, mais le challenge guide va vous aiguiller encore plus sur le challenge que vous visez. Quel budget? Donc ça vous devez, je pense l'avoir vu, mais c'est 4 millions. Alors ils disent toujours as appropriate, c'est-à-dire qu'ils laissent une certaine marge de manœuvre. Si vous avez besoin de moins, vous demandez moins. Si vous voulez plus, vous demandez plus, toujours avec une certaine cohérence. En fait, tout ce qu'il faut, c'est une cohérence entre les ambitions de votre projet et le budget demandé. Et quand on regarde la moyenne, on voit qu'on a 3,7 millions. Donc on voit que la moyenne est un peu plus faible. Mais c'est pas pour ça qu'il faut vous dire: «Ben, je peux pas demander, plus de 4 millions». Après toujours dans une mesure assez raisonnable. Si vous demandez, 7 millions, je doute qu'on considère, votre projet. Voilà. Mais, donc voilà. Après la durée, bah, 36-60 mois, rien d'indiqué dans le work programme. Je répète, il faut regarder le challenge guide parce que la première année, je me rappelle avoir vu, il y avait un challenge où le programme manager demandait des projets de 60 mois. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut aller checker, on sait jamais. Ça peut être écrit noir sur blanc que pour ce challenge, il est attendu telle typologie de partenaire, telle typologie de durée. Si c'est rien écrit, bah, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire qu'il ou elle n'a pas de spécificité, là-dessus, mais il faut quand même aller checker. Et donc voilà et la deadline et bah, c'est le 18 octobre, donc c'est dans pas longtemps. Et là, on va passer à la deuxième étape et je vais laisser la parole à Chiara. Merci Elsa. Je vais du coup vous présenter les points d'attention concernant la partie plus administrative de votre candidature, concernant donc le portail Funding and Tender Opportunities pour la soumission et la partie A notamment.
Pour rappel, les éléments qui constituent la candidature sont donc la candidature, la soumission se fait de manière électronique via le portail Funding and Tender Portal, que je pense vous connaissez. Nous vous invitons à commencer dès que possible la soumission, la saisie sur le portail si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a peut-être des points qui ne vous sont pas familiers ou autres, ou en tout cas, c'est toujours une bonne chose de commencer et de prendre connaissance au plus tôt de tout ce qui est demandé. Aussi, cela vous permet de télécharger les templates appropriés. La proposition comprend donc deux parties. La partie A, qui se remplit en ligne et est générée automatiquement par le portail de soumission, et la partie B, qui est la partie narrative, souvent on l'appelle le document scientifique de la proposition, et qui comprend 3 sections et qu'on rédige à partir du template fourni sur le portail. N'attendez pas la dernière minute, encore une fois. Quand vous vous connectez au portail Funding and Tender Opportunities, pour ceux pour qui ce serait la première fois que vous faites cet exercice, vous allez devoir d'abord vous connecter, avoir des identifiants. Donc, si vous n'avez pas d'identifiant, la première étape est de créer ces identifiants avec son adresse email et un mot de passe, se connecter pour ceux qui ont déjà des identifiants, et sélectionner l'appel à projet approprié. Attention, chaque challenge a son propre appel à projet, donc ne vous trompez pas. Et on crée ensuite le draft de la proposition. Ce qui va être demandé dans un premier temps est le titre, l'acronyme, l'organisation coordinatrice et le contact principal pour la proposition. Aussi, vous a demandé l'abstract, mais vous allez pouvoir le modifier par la suite. Donc, il y a certaines informations comme le titre et l'abstract qui peuvent être modifiées, mais d'autres comme l'organisation coordinatrice qui ne peuvent pas être modifiées de mémoire. Important, prenez aussi au plus vite, si ce n'est pas déjà fait, mais ça m'étonnerait, prenez au plus vite contact avec votre service d'accompagnement au montage de projet. Si vous faites partie d'un organisme, d'une université qui a un tel service, dès que possible, pour qu'il vous accompagne aussi dans ces étapes d'aide à la saisie et non seulement de construction de projet. Quand vous créez, une fois passé ce passage 3, le 4e passage concerne donc à ajouter tous les partenaires et les éventuels affiliated entities que vous pourriez avoir pour votre partenaire. Cela permet notamment donc de gérer les personnes contacts de chacun des partenaires de votre projet, si vous êtes coordinateur. Si vous êtes partenaire, ça, c'est le job donc du coordinateur qui vous a probablement ajouté. En tout cas, c'est la page sur laquelle, que vous soyez coordinateur ou partenaire, vous pouvez revenir pour ajouter des personnes et éventuellement ajouter les affiliated entities. Dans l'exemple ici qu'on a fait, donc, il y a une entité coordinatrice à qui on a associé une affiliated entities et un partenaire. Voilà comment ça se présente. Ensuite, on arrive à la dernière étape, on va dire, qui consiste en cette page. L'affichage que vous allez trouver est celui-ci. Une page où vous trouvez sur la gauche le rappel de la deadline de votre appel à projet, de la candidature. Il y a un petit rappel ici dans cet encadré de l'appel à projet auquel vous êtes en train de répondre. Ça vous permet de checker notamment le challenge. Et ici, vous trouverez les templates à télécharger pour la partie B. Concernant la partie A, c'est dans cette partie-là que vous allez pouvoir l'éditer en cliquant sur ce bouton. Une fois que vous cliquez sur votre navigateur, sur votre browser, il y a une page comme celle-ci qui s'ouvre et qui permet de naviguer sur la partie A, la partie administrative. Dans cette partie administrative, il y a, pour la plupart, bien sûr, les informations administratives concernant les partenaires, le budget, et on verra par la suite.
mais il y a aussi des informations qui sont quand même scientifiques et qui permettent de bien identifier et de bien évaluer votre projet. Donc, ici, vous avez le titre de maximum de 100 caractères. On vous suggère, globalement, généralement, que ce titre soit le plus possible compréhensible pour des non-spécialistes. En effet, les évaluateurs qui vont lire votre proposition ne sont pas forcément des spécialistes hyper pointus dans votre domaine de recherche. Donc, soyez le plus possible pédagogique dans votre écriture à partir du titre de la proposition. Ensuite, des mots-clés libres permettant de décrire le projet sont à saisir. Il n'y a pas de limite au nombre maximum de mots-clés libres. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire. Il est important de les mettre globalement par ordre d'importance, du plus important au moins important dans la description de votre projet. Prenez le temps de bien réfléchir aux mots-clés et de bien les choisir, puisque ce sera avec ces mots-clés que votre projet va pouvoir être caractérisé et envoyé aux évaluateurs les plus pertinents pour son évaluation. Donc, ne sous-estimez pas cette étape. Sachez qu'il faut y réfléchir. Le mieux, c'est encore avec vos partenaires. Ensuite, vous allez devoir saisir l'abstract. N'attendez pas la dernière minute pour écrire l'abstract. Le résumé du projet, en effet, arrive après avoir conçu le projet, mais c'est quelque chose de extrêmement critique et pour comprendre le projet et pour le vendre en quelque sorte. En effet, il doit permettre de présenter tout de suite les objectifs du projet de façon claire, la façon dans laquelle ils vont être atteints, les objectifs, ainsi que la relevance pour le work programme et le challenge que vous aurez choisi. Donc, ce sont que 2000 caractères, mais c'est quelque chose qui doit être très bien rédigé, très clair, très dynamique. En effet, le résumé est vraiment la première impression que les évaluateurs vont avoir. Donc, c'est souvent là le moment de les faire un peu rêver, de les emporter tout de suite avec vous dans la lecture de votre proposition. Vraiment, ne sous-estimez pas cet exercice. Prenez assez de temps pour l'écrire, le faire relire et y revenir avec les partenaires du projet éventuels, mais aussi avec des externes, sachant que le résumé n'est pas confidentiel, donc il doit pouvoir être lu par n'importe qui. Ensuite, la liste des participating organizations, donc des partenaires du projet, qui soient bénéficiaires ou affiliated, s'affiche en fonction de ce que vous aurez rédigé dans l'étape 4 que j'ai présentée tout à l'heure. Pour chacun de ces organismes, qui soient, encore une fois, coordinateurs, affiliated, partenaires, etc., vous aurez des informations à fournir. Donc, typiquement, le coordinateur n'est pas au courant de toutes les informations, donc il est important que chaque partenaire soit responsabilisé dans la saisie des informations qui le concernent. Il y a notamment une liste des personnels qui sont impliqués, une liste de publications ou autres produits comme brevets ou inventions ou autres qui concernent le projet, une liste de projets précédemment ou actuellement financés ou actuellement en cours, et une liste d'infrastructures et facilities auxquelles le projet aura accès, ainsi qu'une liste qui permet de connaître le rôle de chaque organisation dans le projet. Ensuite, il y a une section qui concerne la synthèse du budget et qui permet d'apprécier les personnels permanents et non qui sont impliqués dans le projet, les coûts de sous-traitance, les coûts d'équipement et consommables, missions, etc. Et qui affiche les coûts indirects qui sont automatiquement ajoutés, qui correspondent aux 25% des coûts directs. Donc, c'est un tableau vraiment très synthétique qui permet de donner une vision globale du budget par partenaire et par catégorie de dépenses.
Cela donc se présente dans la partie A. Remarquez que dans la partie B, donc dans le document scientifique, il y a des détails à fournir concernant ces différents postes de dépenses, notamment l'implication des personnes moins par Work Package, le détail de la sous-traitance, facturation interne et in-kind contribution pour chaque participant, et éventuellement les purchase costs, donc les consommables, équipements, etc., uniquement s'ils sont supérieurs à 15% des coûts de personnel. Attention, il y a une ligne séparée pour les entités affiliées. Les entités affiliées concernent souvent les participants, les bénéficiaires qui sont des UMR, et ça permet souvent de valoriser les personnels d'autres tutelles gestionnaires des laboratoires, typiquement. Et donc, ce sont des entités qui ont un lien juridique préexistant avec le bénéficiaire. Et sinon, les EIC Pathfinder Challenges sont des Research and Innovation Action, RIA. Donc, il n'y a pas de particularité. Ce sont des financements à 5% des coûts complets du projet, que vous soyez des partenaires publics ou privés. Donc, si un des partenaires n'est ni un État membre ou un pays associé, il faut mettre 0 € dans la colonne de Requested EU Contribution. Donc, c'est le cas, par exemple, pour l'instant, du Royaume-Uni, dont, par exemple, parlait Elsa tout à l'heure. Je passe, mais n'hésitez pas plus tard si vous avez des questions sur ces points. Il y a ensuite une partie éthique et sécurité à remplir. Au cas où vous répondiez oui à une des questions concernant l'éthique, il vous faudra indiquer le numéro de la page correspondante, numéro de la page sur la partie B, où le point éthique est abordé et expliqué. Et il faut ensuite remplir le Ethics Self-Assessment, qui est un encadré qui apparaît toujours dans la partie A. Voilà pour ce qui concerne cette partie administrative. Je laisse la parole à Laurent pour la partie B. Bien, bonjour à toutes et tous. On va continuer la partie B. Donc la partie B, c'est le document scientifique à proprement parler, là où vous allez développer le projet en lui-même. Alors, est-ce que j'ai bien la main? C'est bon. Alors, la partie B, donc vous la trouvez où? Vous la trouvez sur le même portail Funding and Tenders dont a parlé Chiara tout à l'heure. Vous voyez que quand vous avez sélectionné le bon appel à projet, vous trouvez tout à fait en bas à gauche de votre écran, là où vous avez le 1 qui est indiqué, le formulaire que vous devez utiliser pour compléter cette partie B. Ensuite, une fois que cette partie B est rédigée, vous l'importerez en la téléchargeant au moyen du clic sur le bouton tout à fait à droite dans le cercle 2, partie supérieure. Et c'est là que vous déposerez donc la partie B rédigée que vous aurez préalablement convertie en PDF. Le cas échéant, si votre projet contient des études cliniques, alors ce qui peut être le cas dans un des challenges cette année, éventuellement Precision Nutrition, mais enfin, a priori, à part ce cas-là, et encore pas dans tous les projets liés à ce challenge, cette option est relativement peu à utiliser. Mais sinon, si tel est le cas, il faudra que vous chargez également, téléchargez donc enfin, vous uploadiez, pardon, pour le terme, votre annexe aux études cliniques, dans cette deuxième ligne. Alors, hop. Donc, pour rappel, la partie B, telle que vous devez la rédiger, c'est un maximum de 25 pages. Donc, il convient par rapport au template que vous allez télécharger, vous allez voir qu'il y a des indications sur ce template. Pour chaque paragraphe, ces indications, vous les effacez de façon à ce que ça ne mange pas de la place. Les 25 pages, c'est vraiment 25 maximum. Donc, il ne faut pas garder, je dirais, des indications inutiles qui vous prendraient de la place. Pour rappel, vous avez donc les 3 grands chapitres, enfin les 3 grands critères sur l'excellence, donc avec, et c'est très important pour le Pathfinder Challenges, les objectifs et la pertinence de votre projet par rapport au challenge.
Son originalité, en quoi, il se diffère des autres et quelle est l'ambition et la percée technologique et puis la plausibilité de la méthodologie que vous proposez pour atteindre, le TRL, 4. 2e critère, l'impact, critère donc qui repose, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, mais vous le savez déjà, que l'excellence, compte à 60 de la note avec un seuil, d'admissibilité à 4 sur 5. L'impact a un seuil à 3,5 sur 5 et 20 de la note. Mais il faut pas non plus, penser que l'impact ou la mise en œuvre à 20 de la note sont à négliger puisque c'est souvent ce qui fait, je dirais la différence aussi entre plusieurs propositions. Alors l'impact, il faut bien sûr, décrire quel est l'impact potentiel économique et sociétal de la technologie que vous, allez développer. Cet impact, vous est aussi en partie guidé par ce que vous allez trouver dans le challenge guide, hein, puisque le challenge guide est rédigé aussi dans cet objectif. Donc, ne pas hésiter à se reporter je dirais, aux objectifs du challenge guide, là aussi pour y détecter des mots-clés liés à l'impact et les reprendre. L'innovation potentielle qui peut découler de la technologie que vous aurez développée. Donc, quel type d'exploitation, quelle protection des résultats, comment ces résultats de recherche peuvent être traduits en innovation et puis, bien entendu, ne pas oublier la communication. Communication, c'est-à-dire l'engagement du public ou des parties prenantes. Parties prenantes, ça peut être aussi des étudiants, ça peut être, enfin des étudiants, doctorants, pardon. Ça peut être aussi, je dirais des industriels qui peuvent être dans un advisory board pour une exploitation ultérieure de la technologie. Donc là, c'est plutôt la dissémination, la communication, visant à faire connaître, les potentiels et le résultat et les potentiels d'utilisation de la technologie à un public plus large. Enfin, 3e, critère, la mise en œuvre. Donc là, il s'agit de décrire votre plan de travail, hein, avec une cohérence, entre, je dirais l'organisation des différents work packages, le management du risque avec les différents points de risque et les différentes mesures de mitigation de ce risque que vous, estimez, devoir utiliser, le cas échéant. L'allocation des ressources entre ces work packages, mais entre les partenaires aussi et puis, entre les différents types de coûts et enfin, la qualité du consortium, c'est-à-dire, que montrer que vous couvrez, au travers du consortium, l'ensemble des points demandés, dans les critères précédents. Alors, un bref retour sur le système d'évaluation du Pathfinder Challenge qui se fait en 2 étapes, voire même en 3 étapes, si je puis dire. Heu, puisque vous avez une demi-étape au sein de l'étape 1 qui a été introduite cette année, alors que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont déjà, répondu à des appels du Pathfinder Open. C'est, ce qu'on appelle, la phase de rebuttal ou la phase de droit de réponse. Donc c'est à l'issue de la soumission de votre proposition, donc, il y a une évaluation par 3 experts évaluateurs et puis vous allez recevoir d'ici, on va dire donc 18 octobre, donc d'ici la fin de l'année, vous allez recevoir, donc un 1er commentaire des évaluateurs avec d'éventuelles incompréhensions et erreurs des incompréhensions qui pourraient être soulignées. Si vous détectez que ce sont effectivement des choses qui ont été mal comprises ou des erreurs sur la compréhension de votre, proposition, vous pouvez, sous, 8 jours calendaires, faire une réponse, un droit de réponse de 2 pages à 4, maximum. Alors attention que, pour l'instant, on n'a pas la date exacte de cette, publication des commentaires, mais sachez que vous avez vraiment 8 jours calendaires, pas un de plus et il s'agit d'être assez réactif quand ça arrive, donc environ 1 mois et demi à 2 mois et demi. Je crois qu'on a plutôt eu sur le open, on a plutôt observé 2 mois et demi que 1 mois et demi. Donc on peut imaginer que ça sera à peu près la même chose sur le Pathfinder Challenges. Attention que cette réponse que vous apporterez ne doit pas altérer le contenu, ni ajouter des choses que vous auriez oubliées. C'est vraiment, si, alors c'est toute la subtilité de la chose, il s'agit de répondre à des points qui sont manifestement pas compris ou en erreur.
Ensuite, comment dirais-je? Au-delà de ça, donc l'étape 1 se termine par l'évaluation par le comité d'évaluation. Alors le comité d'évaluation, c'est des experts évaluateurs, mais qui sont différents de ceux qui ont conduit l'évaluation à distance, la toute première qui a donné lieu à l'envoi, pour le droit de réponse. Plus le comité d'évaluation comporte, au-delà de ces experts évaluateurs, ce qu'on appelle le programme manager. Donc le programme manager, c'est celui qui est à l'origine du challenge guide et donc de l'appel à projet, concerné. Alors, toutes les propositions qui passent le seuil, d'éligibilité, auront à l'issue de la première étape, toute première étape, auront été considérées par le comité d'évaluation et donc ce comité d'évaluation, voilà, il va, on va dire, classer les différentes propositions. Ensuite, les différentes propositions sont notées. Mais c'est pas parce qu'elles sont notées que ça s'arrête là. On passe à une deuxième étape qui est parfois un petit peu complexe à comprendre, qui s'appelle l'étape des considérations de portfolio. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Oui, alors peut-être juste pour rappeler que les challenges, enfin ça je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez bien compris, c'est, un appel, un guide, un portfolio, un programme manager pour chaque challenge et on rappelle ici les 5 challenges, pardon, je vais y arriver, de 2023. Alors, l'étape 2, c'est ce qu'on appelle les considérations de portfolio. Le classement donc les vous avez vu qu'à l'issue de l'étape 1, les propositions ont été classées, en fonction de leur notation sur les 3 critères que l'on a vus tout à l'heure. Et puis ensuite, il va y avoir, un 2e classement qui va prendre en compte le fait que, ces propositions bien notées répondent aux différents objectifs spécifiques, du challenge. Vous avez vu dans le challenge guide qu'on retrouve tout ce qu'on appelle des considérations de portfolio, dans un des paragraphes. Notamment, il s'agit de voir si, heu vous répondez à l'une ou l'autre des blocs de construction ou de sous-systèmes ou de domaines technologiques, ou par plateformes particulières qui sont énoncés dans le challenge guide. L'idée de la commission est de se constituer un portefeuille, hétérogène, enfin, c'est-à-dire avec des propositions qui répondent enfin, que l'ensemble des propositions répondent à l'ensemble, des priorités du challenge et non pas forcément garder que les meilleures propositions qui répondraient à une seule des priorités du challenge. Donc c'est pour ça que, ce n'est pas parce que, vous êtes mieux noté que vous allez forcément être financé in fine si, par exemple, vous êtes en concurrence avec, plusieurs propositions qui ont adressé le même, sous-défi ou alors je vais m'expliquer un peu plus dans le tableau suivant. Vous voyez, on a pris un exemple. Heu, Là, on a pris un exemple pour, l'un des challenges qui concerne et voilà, je reviens pour voilà, qui concerne Clean and Efficient Cooling. Voilà, pardon. Et donc vous voyez que dans le guide du le guide du challenge, je vais y arriver, vous voyez et vous allez retrouver ça dans chacun des guides, vous avez les éléments de construction du portfolio. Donc là, vous voyez quelles sont les différentes catégories, complémentarité et éventuellement composants, partagés, que le programme manager s'attend à voir. Donc peut-être que vous vous adressez uniquement à la partie, génération, de froid, peut-être que vous adressez uniquement la gestion et l'utilisation finale, peut-être que vous utilisez vous pardon, vous adressez uniquement la partie stockage et transport. Ça, c'est des choses qui vont être prises en compte, dans les considérations de portfolio afin, in fine, d'obtenir, un portfolio de projets qui concerne bien l'ensemble de ces catégories. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que le comité d'évaluation peut proposer quelques ajustements, dans la mesure où il souhaite que, il y ait cette cohérence de portfolio. Mais ça, c'est des choses qui arrivent, généralement après. Donc une fois ces considérations faites, vous allez être, un nouveau classement, va avoir lieu. Alors pas un classement en notes, mais un classement
je dirais, propositions retenues. Petit point supplémentaire sur les considérations de portfolio. Sachez qu'il faut prévoir au moins un work package, enfin, on va dire un work package parce que plus d'un, ça fait beaucoup, et au moins 10 personnes mois pour des activités dites de portfolio. Alors, c'est quoi les activités de portfolio? C'est des activités qui vont être gérées par le programme manager et qui visent essentiellement, pour faire court, à faire, collaborer, travailler ensemble les différents projets au sein d'un portfolio, en vue de bâtir des synergies. Si vous avez déjà dans l'idée de proposer des activités concrètes, ça peut être un plus pour l'évaluation. Par exemple, vous pouvez dire: «Dans mon work package d'activités de portfolio, j'imagine», je dis n'importe quoi, «je suis dans la génération, d'énergie froide. J'imagine qu'il y a des j'ai déjà une idée de ce que je peux apporter aux solutions de stockage et de transport». Et donc, vous voyez que vous ouvrez je dirais un pont vers l'autre catégorie, et quelque part, non seulement c'est positif parce que ça montre que vous avez proposé des synergies, mais qu'en plus vous proposez des activités concrètes au sein de ces activités de portfolio. Alors, les éléments plus pratiques. Donc la partie B, on l'a dit, il faut bien suivre la structure du template, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, maximum 25 pages, tout inclus. On retire les instructions, on l'a dit. Et au bout de la 26e page, ça n'est plus lu. Donc, inutile de mettre des hyperliens ou je dirais de vouloir charger. Au contraire, il vaut mieux que ce soit aéré et agréable à lire. Ça ne peut être que plus positif pour, je dirais, prédisposer les évaluateurs à une évaluation, plus clémente que si c'est, touffu, et pas agréable et lourd. Sachez, mettez-vous à la place des évaluateurs qui ont beaucoup de propositions, certaines et même pour la plupart toutes très intéressantes, mais à départager en peu de temps. Alors, dans les conditions de formatage, il y a une police de référence, hein, c'est Times New Roman, avec, je dirais, une taille de police de 11. Alors on vous c'est la taille, c'est la police et la taille qui sont, prédéterminées sur le template, mais on vous conseille de ne pas utiliser autre chose. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé de ne pas utiliser autre chose. Il faut Ce qu'il faut, c'est que ça reste lisible, pardon. Alors, à chaque début de section, vous trouvez une liste de questions par sous-critères. Ça, ce sont les questions qui sont posées aux évaluateurs. Alors ça, c'est des choses qu'il faut que vous retiriez, mais il faut que vous vous placiez dans la perspective que, votre description, c'est une réponse à ça, et l'évaluateur ne doit pas avoir à chercher dans tout votre texte cette réponse. Elle doit être, la réponse doit être assez évidente dans la façon dont vous rédigez votre partie. Alors, pour rappel, sur l'excellence, hein, on l'a dit tout à l'heure, il faut commencer par, la vision à long terme. Quelle technologie vous visez? Où est-ce que, en quoi elle diffère de l'état de l'art? Quels sont les aspects de rupture, de nouveauté? L'ambition, de développement de quelque chose, vraiment nouveau. Il faut que ce soit, smart, hein, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans un temps contraint, heu, comment dirais-je? Réaliste. Il faut que vous évoquiez bien la méthodologie ainsi que les aspects. Alors ça, c'est très important parce que ça peut permettre aussi de départager des propositions équivalentes. C'est les dimensions de genre, enfin de genre, c'est-à-dire, d'équilibre homme-femme, de sciences ouvertes et de management des données, c'est-à-dire, la capacité de ensuite pouvoir, diffuser, ces données à d'autres, enfin, ou disséminer plutôt que diffuser ces données à d'autres qui pourraient les réutiliser pour, encore faire progresser, la technologie. Parfois, un schéma ou des images valent beaucoup mieux qu'un long texte, donc n'hésitez pas, et attention à être quand même concis parce que c'est vrai que ça a beau peser 60 de la note, c'est quand même, un point, qui, ne doit pas manger 60 de la proposition. La partie implémentation notamment peut prendre de la place avec toutes les descriptions des équipes, du background de chacun des partenaires. Alors, oh là, est-ce que j'ai perdu le contrôle? Hop, je le reprends, c'est bon. Alors, sur la partie impact, pareil, soyez spécifiques. N'hésitez pas à utiliser des indicateurs clés, des cibles quantifiables. Heu, Quelque chose de peut-être,
un peu particulier. Il faut que vous ayez une idée claire, alors c'est pas forcément l'idée qui est finale, mais une idée assez claire de comment, pardon, la technologie sera exploitée et amenée ensuite vers le marché. N'hésitez pas, on l'a dit tout à l'heure, à impliquer et responsabiliser des key actors. On a dit euh, d'impliquer, pourquoi pas, un advisory board avec des utilisateurs finaux. Communication, dissémination, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, attention à ne pas mélanger les 2. La communication, c'est ce qui concerne les activités du projet et c'est ce que l'on fait souvent au travers d'un site web, un flyer, une communication sur les réseaux sociaux. La dissémination, là, c'est plus, un public plus restreint qui pourra, je dirais, heu, utiliser les résultats, peut-être sous la forme d'un transfert de technologie ou d'une licence, sur la protection des résultats pour, je dirais à d'autres fins, d'exploitation. Donc là aussi, c'est ici qu'il faut parler de la stratégie de propriété intellectuelle que vous comptez mettre en place. Voilà. Alors, peut-être une petite checklist là aussi, mais je vais repasser la parole à Chiara pour voir ça dans le détail. Oui, 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 bah, merci Laurent, mais c'est pas grave, c'est quelques questions qui peuvent vous aider à, voilà, à réfléchir aux points importants de cette section impact. Un peu en vrac, hein, est-ce que les bénéfices socio-économiques sont bien détaillés avec des potentielles applications détaillées? Il ne s'agit pas ici de faire du blabla, comme on dit souvent. Il s'agit de se poser et réfléchir à des potentielles applications qui ne seront pas mises en œuvre pendant le projet, mais de montrer qu'on se pose, on réfléchit et on projette le chemin du projet vers une finalité précise est important aux yeux des évaluateurs. Est-ce que la stratégie de propriété intellectuelle est concrète et adéquate? Donc, est-ce qu'il y a bien le quoi, qui, comment, quelle exploitation des données? Est-ce qu'une analyse de marché, un business model est imaginé? Il ne s'agit pas ici de fournir un business model, encore une fois, hein. Il s'agit de se projeter et de montrer qu'on réfléchit à l'après. Est-ce que les acteurs clés, puisque c'est explicitement demandé, est-ce que les acteurs clés, comme des jeunes chercheurs, des startups, PME, etc., pour traduire les innovations produites par le projet en technologie, sont déjà impliqués dans le projet? Comment? Donc, de façon concrète. Il ne s'agit pas de dire, ah oui, on va contacter. Non, comment? Est-ce que vous êtes clair et précis sur ces points? Ça peut être aussi, ces questions peuvent aider la rélecture de votre projet par un collègue ou plusieurs ou les cellules Europe. Est-ce que la stratégie de communication et de dissémination est appropriée et encore une fois détaillée et bien décrite? Sur le troisième section, sur l'implémentation, pour animer, je laisse la parole à Elsa qui du coup va conclure ce webinaire. Merci Chiara. Du coup, je vais reprendre le contrôle et on va passer au dernier critère qui est l'implémentation. Donc, ça va être une partie, comme le disait, je crois, Laurent, qui peut prendre beaucoup de place. Donc, il ne faut pas la sous-estimer et qui est quand même très importante, bien qu'elle ne tient que pour 20%, comme l'impact. C'est quand même des points qui peuvent faire la différence. Donc, c'est là qu'on va vous demander de présenter votre consortium. Pourquoi tel membre? Quelle est son expertise? Qui dans cet établissement va travailler? Peut-être quel laboratoire? Parce que le membre, ça peut être, je ne sais pas, l'université de Reims, mais quel laboratoire qui est rattaché à l'université de Reims va travailler et pourquoi eux? Quel va être leur rôle sur quel work package, sur quel task? Pourquoi ils seront leaders, etc. En fait, il faut que tout soit cohérent, expliquer la logique de la construction de votre consortium soit lisible et compréhensible dès la lecture de cette partie-là pour les évaluateurs et qu'ils se disent: «Ah bah oui, c'est évident, c'est les meilleurs pour faire ça. En tout cas, si on les sélectionne, on sait qu'on a la meilleure team pour réaliser les objectifs qu'ils ont décrits». Heu
On va vous demander du coup de présenter, un Gantt chart qui va permettre de comprendre le déroulé, les différentes, tâches, work package, dans quelle temporalité par rapport au début du projet et cetera et cetera. Le PERT chart parce que vous allez être notamment plusieurs enfin en général dans les consortiums, donc il faut expliquer les relations, les interconnexions entre les différents partenaires. On va vous demander de décrire et de lister le work package, notamment le work package donc sur les activités en portefeuille. On va vous demander qui est le lead, des work packages, la personne en charge, voilà, ça c'est important de le noter. Il ne faut pas négliger les work packages non scientifiques et techniques, donc le management, la dissémination. Alors les activités de portefeuille, ça peut être du scientifique et technique, mais ça peut aussi ne pas, enfin ça peut être du scientifique, mais en tout cas c'est des choses qu'il faut prendre en considération et bien décrire. La liste des livrables, la temporalité des livrables, le fait que ce soit des livrables qui soient réalistes, qui soient concrets, quantifiables, la liste des milestones, la liste des risques, très important. On a mis un petit point d'exclamation parce que les risques, comme on a pu le mentionner, sont des choses qui font partie même de l'essence du Pathfinder, vu qu'on est sur de la technologie de rupture. Donc il faut surtout pas les cacher, il faut montrer que vous avez bien sûr réfléchi et anticipé les risques et vous avez pensé à un plan A, plan B, plan C et que c'est pas parce que, tel ou tel élément au bout du, mois 12 ne marche pas que le projet s'arrête. Alors ça, ils veulent surtout pas. Alors oui, il y a des risques, oui, ça risque de pas se passer exactement comme le plan A, mais on va rebondir et on va réussir à faire autre chose et on a pensé à l'après et cetera et cetera. Et bien sûr, les tableaux relatifs au budget qui sont, très importants, parce qu'ils vont permettre de donner encore là une cohérence entre les objectifs, le consortium et le budget qui est demandé. Et après, comme vous voyez, on a mis un petit point qui s'appelle aussi Other Countries and International Organizations, qui a du financement exceptionnel. Donc, tout est dans le titre, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment, il y a une entité qui est unique au monde et qui est justifiable, dont la participation est justifiable, que vous arrivez à prouver par A plus B que c'est impossible. Et je dis bien impossible, hein, c'est pas oui, non, c'est les meilleurs et il y en a d'autres qui sont peut-être moins bons en Europe et donc nous, on veut absolument travailler avec tel partenaire, ça peut ne pas passer. Il faut vraiment que ce soit justifié, que cette expertise de cette entité qui est de base pas éligible, imaginons une entité, américaine, participe à un projet et reçoive des fonds européens. Ça peut fonctionner, mais c'est quand même risqué. Mais sachez que cette option existe. Donc, quelles sont les questions à vous poser pour, cette partie implémentation? Est-ce que mon consortium est équilibré? Est-ce que j'ai bien expliqué et présenté les compétences, de mes partenaires? Est-ce que les acteurs clés pour l'exploitation future, même si c'est du long terme, hein, même si c'est peut-être pas vous qui allez faire l'exploitation en question, elle est quand même précisée? Est-ce qu'elle est indiquée? Est-ce que les rôles et interactions sont clairs? Est-ce que tout le monde interagit avec d'autres partenaires? Il ne faut pas que chacun travaille dans son coin, pardon, et se réunissent, 1 fois par an pour discuter de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec ces partenaires? Ou du moins une partie de ces partenaires? Si c'est le cas, mettez-le vraiment en avant. C'est un gros, gros point, le fait que vous ayez peut-être déjà fait des projets avec eux, que vous ayez déjà publié des papiers avec eux. Ça montre que c'est pas nouveau, que ça n'a pas été construit pour l'appel. Donc ça, c'est des points qui sont, importants. Est-ce que le plan de travail que j'ai présenté, il est cohérent avec les objectifs que je me fixe? Est-ce que c'est, réaliste, en fait, entre les moyens que je demande et les objectifs que je me fixe? Est-ce que la gestion des risques est claire et convaincante? Et est-ce que les moyens sont assez bien répartis? Les work pro les PM, la distribution du budget. Alors bien sûr, on va pas vous demander si vous êtes 3 partenaires à avoir 33, 33, 33. C'est pas comme ça que ça marche, heureusement. Mais, on va pas non plus vous demander si vous êtes 3, 80 sur une entité et voilà, les 2 autres se battent en duel pour les 20 restants. Donc, c'est, je pense, toute une question de logique et de bon sens que je pense, vous arriverez, à complètement comprendre. Ça peut arriver par contre qu'un partenaire ait plus de budget parce que, il va porter une étude clinique ou parce que ça va être lui qui va acheter un équipement qui coûte très cher. Ou parce que, c'est un pays où peut-être les coûts de personnel sont plus élevés qu'un autre pays et cetera et cetera. Donc vous ne cherchez pas à rentrer dans des cases, juste, dites-vous: «Est-ce que ça vous paraît cohérent et que ça se justifie dans votre projet?» C'est ça la vraie question à se poser.
Donc, on va passer à la fameuse checklist finale. Donc, on parle d'abord d'une petite checklist éligibilité qui est quand même la chose la plus importante parce que sachez que si vous n'êtes pas éligible, si votre projet n'est pas considéré comme éligible de base, vous n'êtes même pas évalué. Donc ça, c'est dommage parce que vous n'avez même pas de rapport d'évaluation, vous n'aurez pas de retour sur votre projet et on sait tous que vous avez passé beaucoup de temps dessus. Donc, est-ce que mes participants sont éligibles? Si je suis monobénéficiaire, est-ce que je suis bien une entité publique ou que je suis une entreprise maximum de la taille d'une PME aux yeux de la commission? Si je suis multipartenaire, est-ce que j'ai bien au moins, si je suis deux pays éligibles, si on est 3 et plus, 3 pays éligibles? J'ai cru voir une question dans le chat parce que je vais en profiter pour répondre maintenant. Alors la première, la deuxième, je ne l'ai pas encore lue. Sur UK, alors UK, ce qu'on disait, c'est qu'ils ne sont pas éligibles ils sont considérés, comme toujours associated partners, c'est-à-dire non éligibles, jusqu'au 31 décembre. Donc là, actuellement, pour cette deadline-là, il faut les traiter comme, vous les traitiez dans les autres appels, c'est-à-dire vous demandez, enfin, c'est le fonds de garantie du Royaume-Uni qui comblera leur budget à eux. Voilà. Alors je ne sais plus exactement le fonctionnement, mais en tout cas, ils ne comptent pas comme les 3 pays différents éligibles pour, le consortium. Après, on pourra y revenir, pas de souci. Les entités participantes respectent les conditions d'éligibilité, donc c'est ce que je viens de dire. Les activités proposées dans le projet sont éligibles. Attention au principe de do not significant harm. Ça, c'est des points qui sont importants car ils peuvent être rédhibitoires. Les aspects éthiques et les questions d'intelligence artificielle sont traités, notamment si vous avez répondu dans la partie A, comme le disait Chiara, à un point éthique. Il faut bien mettre le self-assessment, éthique self-assessment, pardon. C'est pas grave si vous n'avez pas tous les documents le jour de la soumission, mais en fait, ça leur permet d'identifier des futures problématiques et si vous êtes retenu, ils vont venir, vous recontacter pour les documents en question et cetera. Mais il faut montrer que vous l'avez, traité et même c'est conseillé en général de créer un work package sur les questions éthiques si vous avez vraiment des gros points là-dessus dans le cadre de votre projet. Gender Equality Plan aussi qui est important maintenant, qui est parfois obligatoire pour certains établissements. Alors ça, c'est pas moi, l'experte, mais le PCN juridique et financier saura vous répondre. Il n'est pas obligatoire pour les entreprises, mais je crois il l'est devenu, ou en tout cas, il l'est pratiquement pour les établissements publics. Les questions d'open science et d'open data également sont respectées. Sur la partie A, donc les administrative forms, il faut vérifier que vous ayez bien renseigné des mots-clés libres et le résumé, très important. Les informations administratives des participants au projet sont bien remplies. Le budget est bien indiqué, et est cohérent. Vous ayez rempli le tableau éthique sur la question d'éthique et qu'il y ait une cohérence des informations entre, la partie B, et la partie A que vous venez de renseigner. Et finalement, la partie B, vous avez bien rempli le document scientifique en suivant le template. Alors, on le disait, le template n'est pas obligatoire, mais très fortement recommandé, hein. Je veux dire, il faut vous dire tout simplement que, ça va être, des évaluateurs qui vont lire, je sais pas, une petite dizaine de projets. Donc s'il y en a un qui n'a pas la même forme que les autres, je pense que ça peut agacer certaines personnes. Il vaut mieux pas prendre le risque, d'agacer, un évaluateur, qui va, prendre plus de temps pour une proposition parce qu'il va essayer de chercher où vous avez mis telle ou telle info. Donc suivez bien le template. Les règles de, Time New Roman, et cetera, sur la police, et cetera, ça aussi, il faut absolument le suivre. On le disait aussi pour les liens hypertextes, il y avait une question et Laurent l'avait déjà dit. En fait, c'est marqué dans le template, dans l'encadré de description que les liens hypertextes. En fait, il est demandé aux évaluateurs d'ignorer les liens hypertextes, qui sont des liens hypertextes qui rajoutent des informations. Par exemple, si vous mettez votre bibliographie, et enfin votre je sais plus, enfin, oui, et que vous mettez le lien de votre publication, par exemple. Ça, c'est pas grave, c'est juste qu'ils vont pas cliquer dessus, mais vous voulez approuver qu'ils aient un lien directement pour aller voir la publication en question, pour montrer, tous les publics que vous avez pu faire, OK. Par contre, des liens hypertextes pour dire, pour aller voir, regardez, ce qu'on a déjà fait et cetera, leur donner des infos qui étendent la proposition, c'est pas possible. Donc voilà. De toute façon, vous pouvez les mettre, mais ils seront demandés d'être ignorés, donc c'est dommage. Le document, il est en version PDF à télécharger, il ne dépasse pas les 25 pages, sinon c'est tronqué automatiquement, le cas échéant, l'annexe concernant les essais cliniques est à télécharger également. Et puis finalement, quand tout est prêt, vous avez uploadé la partie B, vous avez potentiellement uploadé les questions sur les
Clinical Trials. Vous cliquez sur Valider. En fait, vous allez avoir un petit pop-up qui va afficher sur la page pour vous dire s'il y a des erreurs, c'est-à-dire vous n'avez pas rempli telle page, il manque des informations. Ils vont vous le dire de toute façon, ils vont vous prévenir. Et après que ce soit validé, vous allez faire Submit. Vous pouvez le soumettre autant de fois que vous voulez d'ici la deadline, donc c'est-à-dire le 18 octobre à 17h. Bien sûr, on ne vous recommande pas de faire ça à 16h59, même 16h30, même 16h. On vous recommande de faire ça idéalement la veille, mais sachez que si vous vous réveillez le 18 octobre au matin et vous vous dites ah mince j'ai oublié de mettre ça, vous pouvez toujours y aller et modifier et resoumettre. Donc c'est une certaine sécurité. On vous conseille quand même de le faire 1 ou 2 jours avant, dans la mesure du possible. Hein, c'est pas toujours les temps, la durée qu'on peut se permettre. Mais voilà, évitez à la dernière minute parce que s'il y a un bug de votre côté et que c'est que de votre côté, ils vont pas réouvrir pour vous. Et seule la dernière version des documents sera visible. Bien sûr, ils vont pas avoir accès à toutes les versions que vous avez mises. De toute façon, ils les regarderaient pas. Et donc voilà, quelques informations utiles, notre site, le site de l'EIC, les replays de nos webinaires. N'hésitez surtout pas à nous contacter, même si c'est dans pas longtemps, vous pouvez avoir des questions de dernière minute. Il y a le PCN juridique et financier aussi, qui est, c'est celles qui vont être les expertes, on va dire, sur les questions de budget, les questions que vous pouvez vous poser sur l'éthique, open data, etc. Elles vont au moins vous renvoyer vers des sources. N'hésitez pas avant de les contacter, parce que comme vous vous en doutez, elles s'occupent de tout Horizon Europe. Donc, contrairement à nous qui sommes sur des thématiques bien précises, n'hésitez pas à aller sur le site Horizon Europe, allez voir, parce qu'elles ont mis beaucoup de ressources qui pourront déjà peut-être répondre à certaines de vos questions. Donc, voilà, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à leur écrire aussi. Et surtout d'aller voir notre webinaire aussi du Pathfinder Challenge, donc un peu plus générique, qui était en mai dernier. Donc, ça va être tout pour cette présentation. On va passer aux questions. Donc je ne sais pas si, Cécile, j'ai répondu à votre question sur le budget, pour le UK, qui était dans le chat, et je ne sais pas si dans Slido, j'ai pas Slido qui est ouvert, mais est-ce que dans Slido, on aurait d'autres questions? Oui, quelques questions. Je peux les partager si, Ouais, je coupe, le si partage. vous voulez. Bonjour, excusez-moi. Sinon, alors, certaines, on a déjà répondu. Et du coup, là, par exemple, pour mettre les liens hypertextes dans les documents, je ne sais pas qui avait posé cette question, mais du coup, je peux la marquer comme répondue. Pour Cécile, n'hésitez pas je crois que Elsa a effectivement bien répondu à la question. Je peux la marquer comme répondue, mais n'hésitez pas à lever la main. Ensuite, Il y a une main qui se lève, je crois. ah oui. Oui, non, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Alors, il y avait Peter qui avait levé la main avant vous. Oui, mais comme du coup, moi, j'ai toujours pas. Ouais. Je suis désolée, j'ai pas compris la réponse sur le UK. Je pense que oui, Ah. du coup, ok, ça va. Oui, on va finir là-dessus. Merci Cécile, Voilà. oui. Merci. Du coup, en fait, UK, le statut, il est le même jusqu'au 31 décembre. Toutes les deadlines qui sont avant le 31 décembre, enfin même avant le 1er janvier. Donc jusqu'à maintenant, si je dis pas de bêtises, pour UK, ils ont un fonds de garantie qui marche si vous demandez un budget pour eux. C'est-à-dire que vous allez indiquer le partenaire britannique, vous allez mettre dans requested son montant de projet, enfin son montant du budget prévu. C'est juste que ce montant-là sera financé par le fonds de garantie. Mais il ne compte pas comme les pays éligibles. C'est là où je suis un petit peu OK. Donc du coup, le budget total, le 4 millions, Il comprend les Britanniques dedans, ouais. comprend les Britanniques, comme s'ils étaient bénéficiaires. C'est ça C'est ça. qui est pas clair Alors dans. normalement, c'est ça. Normalement, il y a les PCN, il y a des PCN britanniques qui ont normalement mis des ressources là-dessus parce que j'avoue que nous, du coup, on est un peu moins au fait. Il y a sinon les PCN juridiques et financiers, mais moi, de ma compréhension, il me semble que Chiara et Laura en étaient d'accord. C'est qu'en fait, c'est un fonds de garantie qui est là pour pallier tout l'argent qui n'est pas donné aux communautés britanniques. C'est ça, donc on l'a fait sur d'autres, mais du coup, quand on fait ça, on les monte avec UK bénéficiaires. C'est ça, enfin pour moi. Oui, Oui, c'est ça. En fait, il faut d'accord, les mettre OK. comme des bénéficiaires, juste qu'il faut garder en tête qu'ils ne seront pas éligibles, ils ne feront pas partie des 3 entités légales éligibles. C'est Voilà. ça, Voilà. mais ça, c'est au moment de la contractualisation. OK, non, c'est bon. OK. Oui. Très bien. Donc, il ne Après, faut pas faire oui. reposer l'éligibilité, parce que même si la contractualisation se passe après le 1er janvier, ils ne seront pas éligibles.
Oui, non, mais c'est Ouais. juste, vous avez dit qu'ils étaient associated partners et là, je comprenais plus en fait. En soi, officiellement, ils sont associated partners jusqu'au 31. Mais c'est juste que eux, de leur côté, le mécanisme national, c'est que s'ils veulent récupérer les fonds, il faut qu'ils aient demandé les fonds. Comme bénéficiaires. Voilà, exactement. C'est ça. OK, tout va bien. Merci. Pas de souci. Et sinon, l'autre personne qui avait... Non, c'est pas associated country, ils sont associated partner pour le moment. Ils seront associated country, ce qui n'est pas la même chose, associated, parce que je vois dans le chat associated partner. Et en fait, c'est le nom qu'on donne aux États-Unis, aux Suisses. C'est ceux qui ne reçoivent pas les fonds et ils vont devenir associated country. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu trouver des noms un peu plus différents. C'est pas très évident. Pardon, allez-y, excusez-moi, je voulais finir la réponse. Je vous en prie. Bonjour. En fait, moi, j'ai mal compris le truc sur les activités de portfolio. Ça veut dire qu'effectivement, nous, moi, j'ai quelqu'un déposé un projet sur lequel il a identifié potentiellement une partie du challenge sur lequel il n'intervient pas, mais sur lequel il pourrait proposer des choses. Donc, à la limite, trouver des activités concrètes, d'accord, mais dans la slide, il y avait j'ai pas compris la charge notamment, mettre un work package indépendant avec 10 personnes, moi, j'ai pas compris ce que. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est apparu en cours de Pathfinder Challenge qui n'était pas indiqué dans les programmes de travail des années précédentes. Enfin, si ça a été l'année dernière, mais en fait, les programmes managers ont à leur discrétion ce qu'on appelle une animation d'activités de portfolio. Et aujourd'hui, il est demandé noir sur blanc dans le work programme de prévoir un work package dans votre projet et que ce work package fasse au moins 10 personnes mois, pardon, madame. C'est énorme. Pardon? C'est énorme. 10 personnes mois donc à budgéter dans le projet. À budgéter dans le projet pour des activités de portfolio. Bah, c'est énorme, mais à la limite, on vous le dit aujourd'hui, l'anticipez. Il y a 2 ans, il y a certains projets qui se sont vus imposer de modifier leur budget pour l'inclure. Donc, oui, c'est assez énorme, mais parce qu'en fait, et je réponds à votre première question, oui, il s'agit bien de créer des synergies entre les projets et pourquoi pas des synergies de recherche, de façon à ce que, je dirais, ces projets soient pas complètement disjoints et qu'ensemble, ils amènent une dynamique commune d'un certain nombre de technologies nouvelles qui répondent à l'ensemble des sujets identifiés dans le challenge guide. Donc en fin de projet, on ait des technologies nouvelles qui puissent être peut-être, prises, l'une avec l'autre pour être exploitées ensuite par une entreprise. D'accord. Mais quand vous Voilà. dites 10 personnes mois, c'est pas des ETP, c'est pas des gens chargés à temps plein. En fait, quand on parle de personnes mois, c'est C'est des personne point équivalents. mois, hein. Oui, c'est des équivalents temps plein. Ça veut dire, c'est pas forcément 10 personnes qui consacrent 10 mois, c'est soit une personne qui consacre 10 mois, soit, je sais pas, Pareil. 5 personnes qui 10 s'impliquent à personnes hauteur. mois, ça veut dire 10 mois, ça veut dire presque un Oui, ETP. c'est ça. Quoi. C'est par, Oui. voilà, Ok, c'est par d'accord. exemple si Donc, vous avez, an- si vous avez un projet qui dure 48 mois et que vous avez C'est 4 clair. ETP, ça va faire 4 fois 48 mois, hein, donc 192 mois. Bah, voilà, on vous demande d'en consacrer 10 Ouais, sur les clairement. 192 à ce work package. Et parce que du coup, on ne peut pas être hyper détaillé sur les actions concrètes non plus, parce qu'on ne peut pas savoir la teneur des autres projets. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir si un autre projet va déposer en lien avec les activités de portfolio qu'on va proposer. Non, non, mais c'est pour ça qu'on vous propose d'être concret en disant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, j'ai un projet qui répond à cette partie-là, à ce domaine technologique du Challenge Guide, mais je suis disposé à faire des ponts avec cette autre partie parce qu'il y a des ponts qui existent. Voilà. Donc peut-être le Mais dire c'est noir clair. sur blanc, ça montre une certaine ouverture. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Donc, il y avait une question, je me permets du coup de la mettre là. Pour les portfolio activities, il s'agit bien d'activités de recherche. Les exemples donnés sont plutôt communication, etc. Comme c'est un lien avec l'argument duquel on vient de parler. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de limite là-dessus. C'est pas plutôt l'une que l'autre. Ça peut être les deux. Après, c'est comme le disait Monsieur Meki, je crois tout à l'heure, c'est difficile peut-être d'imaginer des activités de recherche
vraiment concrète à ce stade. Mais ça pourrait être voilà, une proposition. Je crois que ça dépend beaucoup des challenges. Ça dépend beaucoup des challenges de votre domaine, etc. Oui, et puis en fait, si je peux me permettre, en Bien sûr. soi, ça peut être ça peut être de la recherche de façon indirecte, ça peut être, l'accès à des plateformes que vous avez au sein de votre laboratoire de cohortes de données que vous avez, donc en soi, c'est lié à la recherche, mais pas des collaborations de recherche, c'est, donner accès à des facilities et cetera. Ça peut même être des propositions de summer school, entre vos PhD, je dis n'importe quoi, mais pour les ouvrir à d'autres perspectives, donc c'est, assez large en fait. Il faut proposer des activités qui vont vous permettre d'apprendre les uns des autres, peut-être oui, créer des collaborations, mais, en fait, c'est là où en fait, c'est assez avantageux et désavantageux. C'est-à-dire qu'on ne vous précise pas, donc vous pouvez proposer ce que vous voulez, d'un certain côté, et puis, bah, aussi c'est large, donc vous ne savez pas exactement où vous positionner. Mais je pense que c'est l'occasion de proposer un peu de tout et au pire, ils vous diront non, ils vont pas rejeter une proposition parce que vous avez pas proposer des activités de portefeuille qui sont, ultra pertinentes. Je pense qu'ils vont, justement piquer dans ce que vous proposez et voir ce qui leur plaît. Donc, si nous continuons, notre consortium sera coordonné par une PME et aura une autre PME comme partenaire. Nous comptons exploiter directement les résultats du projet. Est-ce pertinent dans ce cas d'avoir un advisory board? Je pense que tout organe de gouvernance du projet n'est jamais obligatoire, notamment dans les projets EIC Pathfinder, où tout ce qui est proposé, y compris la composition du consortium, doit être vraiment fonctionnel à votre projet. Donc, si cela ne vous semble pas pertinent, voire ça entrave le déroulé et l'exploitation de votre projet, ce n'est pas obligatoire. Si vous pensez à un autre organe de gouvernance, aide, appui, qui n'est pas pour donner des avis, mais qui vous servira et sera fonctionnel à autre chose, à autre action dans votre projet, c'est aussi possible. Voilà, ce n'est pas des prescriptions, il n'y a pas d'attente formelle, comme ça peut être dans certains appels du cluster 2 sur les appels EIC Pathfinder Challenge, Open d'ailleurs. Et Elsa après et Laurent, n'hésitez pas. Voilà, oui, oui, ça c'est mon... ce que je voulais dire pour l'advisory board, en soi, je rejoins totalement ce que tu viens de dire, Chiara. Après, l'advisory board, ce qui peut être intéressant, ça dépend en fait vraiment de votre projet. C'est là où je vais parler de façon générale et c'est à vous de l'appliquer ou non. Mais si vous visez le développement, si vous êtes dans le milieu clinique et que ça va s'appliquer à telle typologie de personnes, enfin des personnes ayant telle pathologie, etc., etc., ça peut être intéressant d'avoir dans votre advisory board des associations de malades de cette maladie ou de staff médicaux parce que peut-être que le produit que vous allez développer va être utilisé à terme par des staffs médicaux. Donc, ça peut parfois, l'advisory board, permettre d'appuyer le fait que vous avez pensé à l'après et que vous co-construisez, si je puis dire, la technologie avec les personnes qui vont être concernées par l'utilisation de votre technologie à la fin. Si ce n'est pas pertinent pour vous, parce qu'en fait, c'est vous qui allez exploiter votre technologie, que vous allez être limite les end-users au sein de votre entreprise, j'en sais rien, voilà. En soi, peut-être que c'est pas pertinent. Mais si ça permet d'appuyer un peu le fait que vous ayez une connaissance du marché, que vous avez déjà un réseau et que vous savez qui contacter, que vous avez une vision à long terme de concrètement qui va utiliser ce que j'ambitionne de développer, ça peut être pas mal. Voilà. Mais ça, c'est à vous de l'appliquer ou non, selon votre projet. N'hésitez pas à rebondir si notre réponse n'est pas complète, ne répond pas complètement à ce que vous attendiez. Totalement, n'hésitez pas. Voilà. Dans certains contextes, notamment nutrition et santé, il s'agirait d'économies plutôt que des revenus. Est-ce que ça peut être argumenté? J'imagine que c'est un lien avec la partie impact ou vision à long terme. Je dirais absolument oui. Chaque domaine a ses spécificités. Et donc, tout ce qui est, entre guillemets, bénéfice sociétal, économique, etc., c'est un lien avec le domaine et la technologie que vous développez. Peut-être aussi, il ne faut pas oublier que ce challenge, il a aussi un fort lien
C'est ce qui nous avait été expliqué pour ceux parmi vous peut-être qui étaient présents au mois de juin lors de la venue du programme manager Ivan Stefanik. Il a plus un lien avec les stratégies de Green Deal et de Farm to Fork qu'avec la stratégie de santé, même si, in fine, il y contribue aussi. Enfin, en tout cas, du point de vue médical. Donc, les économies qui permettent, je dirais, quand vous parlez d'économie, j'imagine une utilisation moindre des ressources, bah, c'est quelque chose qui rentre totalement dans l'impact. Voilà. Ok. Ah, à nouveau, on revient sur les activités de portfolio. Du coup, c'est clairement une question. Nous avons ajouté un work package dédié aux activités de portfolio. Super. Est-ce qu'il est nécessaire que le coordinateur en soit responsable ou est-ce que ce work package peut être proposé sous le lead d'un autre partenaire, ici type SMI, afin de renforcer le côté exploitation? Il n'y a pas de Oh, règle en soi. non, pas de règle. Donc, Et c'est pas tellement l'exploitation qui compte. Alors pourquoi pas? Ça peut être une proposition, d'activité, mais les activités de portfolio, il faut les considérer plutôt comme, une synergie entre des technologies afin comme je le disais tout à l'heure, d'arriver in fine avec un portfolio, c'est le cas de le dire, de technologies complémentaires ou de POC, utilisant des technologies complémentaires, alors parfois peut-être des POC utilisant plusieurs technologies complémentaires qui permettront ensuite d'aller vers le marché par différentes voies et répondant donc aux objectifs, scientifiques et sociétaux décrits dans le Challenge Guide. Donc le fait de mettre une PME pour renforcer le côté exploitation en se disant: «Bah, voilà, nous, on veut justement tirer parti de plusieurs technologies, parce qu'on a une idée d'une exploitation derrière. C'est de manière constructive une façon de répondre à des activités concrètes, mais c'est pas nécessaire et tout est possible. j'ai vu que Cécile a levé la main. C'est peut-être à Oui, ce sujet. oui, c'est à ce sujet. J'avoue que le WP Portfolio est une vraie épine, Dans le pied. dans l'écriture. Dans le Pathfinder Cooling que vous avez pris comme exemple, les activités de portfolio qui sont demandées, elles sont décrites de manière assez détaillée et elles Mmh. sont très, redondantes, de ce qu'on ferait, classiquement, sur, un work package, knowledge management, par rapport à toutes les activités d'analyse de marché, de protection de la propriété intellectuelle, en fait. Et donc, ça rejoint, je pense, la question par rapport à renforcer le côté exploitation qui est exprimé dans la question. Et moi, en tant qu'accompagnateur, de coordinateur de projet, j'ai vraiment du mal à conseiller les gens par rapport à ce WP Portfolio sur ces activités d'analyse de marché, d'identification des résultats exploitables, heu, pour le portfolio, en fait. Parce que c'est des activités qu'on fait de toute façon à l'échelle du projet mais on va pas faire 2 work packages qui couvrent les mêmes tâches, en fait. Donc c'est un peu enfin, j'ai un peu du Mmh. mal à prendre en compte votre conseil par rapport à ce qui est demandé dans le Pathfinder Cooling en particulier, où les activités sont très market analysis et cetera, qu'on fait de toute façon. Donc je suis un peu Alors embêtée sur ce. peut-être ce qu'il faut, c'est faire un lien entre les 2, c'est-à-dire, dans la partie, dans la partie dissémination, vous expliquez cette analyse marché et autres. C'est-à-dire, bah, qu'en particulier, renvoyer vers le work package, activité de portfolio en disant en particulier, bah, il sera fait un échange plus approfondi avec les autres, thématiques du portfolio, des choses comme ça. Encore une fois, il faut être assez ouvert dans ce work package. Je comprends que ça soit difficile et c'est facile à dire en théorie, pas toujours en pratique. Hem Il y a des choses qui vous vont être demandées par le programme manager et puis chaque programme manager a un peu son idée de la façon dont doit fonctionner ce portfolio. Donc il faut être assez ouvert et pas trop, directif dans les activités et les tâches que vous mettez dans ce work package, sachant que beaucoup viendra du programme manager aussi.
je crois qu'il y avait une question, Oui, une autre Peter question. aussi a. Je crois que Peter a levé la main. Je ne sais pas si Ouais, c'est c'est ça. à ce même sujet. Bon. La main a été baissée. Ok, bah je marque du coup. C'est bon pour cette partie. Bonjour, pour la partie communication, est-ce qu'elle doit être aussi poussée dans un EIC que dans une area classique du pilier 2, Societal Challenges par exemple, où on doit plus se concentrer sur les parties dissémination et exploitation? Alors, on n'est pas dans le pilier 2, ça c'est clair. Donc, rien que par de l'ampleur du consortium et donc des personnes moi qui peuvent être consacrées au projet et du coût du projet, on n'est pas dans la même typologie de projet. On est sur, on l'a dit, un projet à environ 4 millions d'euros, alors que dans le pilier 2, on peut facilement être sur des projets qui coûtent le double, avec beaucoup plus de personnes impliquées, etc., notamment sur les parties communication, etc. Donc, les attentes ne sont pas les mêmes. Cela dit, les activités de communication peuvent tout aussi être importantes en fonction du domaine, de votre discipline, de la technologie qui est la vôtre, que vous allez développer, et des objectifs que vous avez, que vous vous donnez. Je pense que la partie dissémination, exploitation aussi doit être très soignée. Est-ce que c'est effectivement plus important? Peut-être quand même, il faut faire attention à la partie dissémination et exploitation un peu plus qu'à la partie communication, dans le sens où il est attendu que vous ayez une vision à long terme de comment votre technologie va être amenée plus loin sur l'échelle TRL. Et donc, au moins de réfléchir et d'avoir des activités, des actions sur la partie dissémination et exploitation qui puissent témoigner de ce parcours futur et de cette attention, je pense qu'elles sont importantes. Mais bon, je ne mettrai pas non plus dissémination et exploitation. On va dire c'est plus important que la communication. Je ne sais pas. C'était j'étais clair. Est-ce que vous m'entendez? Non, ma question était avant. Laurent avait dit que l'appel Precision Nutrition était plutôt green farming et farm to fork et pas santé. Alors que le challenge. Alors, pas santé au sens, je me suis mal exprimé. Si, santé, oui, bénéfice santé, mais Oui. pas santé au sens médical. Voilà. Mais the goal of the challenge to investigate provide scientific evidence for the role of diet in food-related health conditions and non-communicable diseases. Voilà. Donc, si, c'est bien santé. Non, j'ai fait un raccourci. Vous m'avez fait peur. Non, j'ai fait un raccourci. Non, c'est bien un impact santé, mais on n'est pas sur un projet de recherche médicale. Voilà. Ok, merci. Excusez-moi si je vous ai fait peur. Oui, ça n'a rien à voir avec la santé, là, j'ai du mal. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que si, c'est bien bénéfice santé, mais ça n'a rien à voir avec, je dirais, des challenges qui dépendraient du domaine médical, comme on a pu en voir par le passé. Et justement, Ivan Stefanik, je précisais que c'est bien différent. C'est ce qu'il attend, c'est ce qui participe au bénéfice santé. Ouais. Ok, merci. La prochaine sur Slido, ce n'est pas vraiment une question, c'est il ne demande que les risques critiques. Faut-il aussi adresser les risques simples? Ah non, c'est peut-être une question. Faut-il aussi adresser les risques simples? Il y en a beaucoup plus. Bah, les risques simples, si c'est des missions de PhD, etc. Non, ça, faut pas rentrer dans ce genre de détails. Enfin, c'est ça que j'entends par risque simple, dans le sens où c'est des risques qui sont pas liés directement à la recherche ou alors qui sont multiples. S'ils vous demandent noir sur blanc de mettre les risques moyens à critiques, c'est ceux sur lesquels ils veulent avoir des descriptions et qui sont les plus importants en soi dans le cadre du projet. Enfin, je sais pas Chiara et Laurent, mais pour moi, c'était. Oui, ils ont défini risque critique comme ceux qui mettent en danger l'exécution du projet en entier. Oui, voilà. C'est ça. La définition nette, donc c'est cela seulement. Ensuite, Oui, il faut c'est pas. ça.
Ne vous Ok. embêtez pas, c'est déjà pas mal à définir. Après, oui, des risques non critiques, mais pas, entre guillemets, simples ou fréquents, etc., c'est tout à fait aussi envisageable, hein. Il n'y a pas que des risques qui font sauter le projet. Alors, doit-on nommer tous les participants dans la partie B et dans la partie A? Alors, comme on l'a vu dans la partie A, il y a un endroit où on peut mettre une liste, ou la liste des personnes physiques participant au projet. Et notamment, cela permet de mentionner d'éventuelles autres personnes qui sont des Work Package Leaders dans son équipe ou de montrer les compétences des uns et des autres. Ça dans la partie A. Dans la partie B, il n'est pas obligatoire de faire la liste des noms et prénoms de toutes les personnes qui sont impliquées. Ce que je pense qu'il est important, c'est de faire ressortir qu'il y a des profils complémentaires, différents dans son équipe, enfin au sein du partenaire bénéficiaire, pour éventuellement voilà, montrer que toutes les compétences sont bien rassemblées pour mener le projet. Je pense aussi à des partenaires qui peuvent qui peuvent regrouper plusieurs laboratoires, par exemple. Il peut y avoir un partenaire au hasard, un CNRS, un partenaire bénéficiaire CNRS, où on retrouve deux laboratoires qui sont dans deux villes différentes. Là, il est bien important de faire ressortir qu'il y a deux compétences, deux laboratoires qui sont complémentaires et qui apportent au projet. S'il est intéressant de mentionner, par exemple, qu'il y a un profil théoricien au sein d'une équipe expérimentale et qui permettra de mener le Work Package 2, etc., pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Si cela vous satisfait, Elsa et Laurent, Oui, pas en tout ajouter. cas, il faut bien qu'il soit mentionné dans les deux parties, quoi, en fait. C'est tout à fait ce que tu as dit. Dans la partie B3, où est un bon endroit pour parler des aspects genre, équilibre femmes-hommes dans les participants. En fait, faut savoir que la question d'équilibre homme-femme dans les projets, il y a une définition qui est de woman-led consortia ou woman-led company, enfin je sais plus en soi. Est-ce qu'on considère que vous avez un consortium qui est lead majoritairement par des femmes ou une entreprise qui est lead majoritairement par des femmes? C'est ça qui va faire la différence. Et en fait, il n'y a qu'un critère, c'est il faut que pour les consortiums, en tout cas, le coordinateur soit une coordinatrice et qu'au moins 50% des Work Package Leaders soient des femmes. Donc, il n'y a pas tant que ça à argumenter, il n'y a pas de zone où l'indiquer. Après, Chiara, peut-être Laurent, vous rajouterez, mais il n'y a pas vraiment d'éléments à argumenter ou à rajouter dans B3 parce que ils vont juste regarder les noms des Work Package Leaders et le nom de la coordinatrice. Et là, ils vont regarder est-ce que vous êtes un woman-led consortia ou pas. Et c'est ça qui sera considéré en cas d'égalité. Alors, il faut savoir qu'en cas d'égalité, et c'est chaque année, ça arrive. Alors, pour un Pathfinder Challenge, c'est moins le cas parce que Pathfinder Challenge, c'est pas vraiment une compétition, c'est pas les mieux notés qui sont sélectionnés. Mais en tout cas, à égalité entre deux projets où ils hésitent vraiment, ça peut arriver aussi dans une sélection de portefeuille. Ils ont des critères et ça va être la note d'excellence d'abord, la note d'impact après. Ça va être, je sais plus si c'est en troisième justement, le gender equality. Et en quatrième, c'est la proportion de SMI. Bon, après, là, je pense que pour le Pathfinder Challenge, ça ne descendra jamais aussi bas parce qu'on est sur des portefeuilles plus petits, etc., etc. Mais il n'y a pas vraiment d'argument ou quoi que ce soit à indiquer. En fait, eux, ils trouveront les informations à travers les descriptions des Work Packages. Si ça répond, je ne sais pas si Laurent et Chiara voulaient rajouter quelque chose là-dessus. Non. Ok, de mon côté. Et pour les entreprises, pour être considéré comme woman-led, il faut que l'une des trois grosses fonctions, CEO, CTO, CSO, ou je ne sais, tous les CFO, voilà, tous les CXO. chief quelque chose officer, il faut qu'il y ait une femme. Voilà.
Alors, comment éviter que la partie long-term vision ne soit pas redondante avec la partie impact? Alors, je pense que dans long-term vision, en fait, c'est vraiment le rêve. Là, vous vendez un peu ce qu'on appelle avec un terme anglo-saxon, la vision de ce que vous voulez faire, de votre technologie. Et on traduit en français avec vision, mais quand on parle de vision en anglais dans une entreprise, si vous venez du monde des entreprises, c'est vraiment un peu le rêve, en quoi, comment votre technologie va changer le monde, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous imaginez que votre technologie puisse apporter? À quoi cela va vraiment contribuer? Dans la partie impact, on est plus concret. On trace une route. Et on trace une route à court, moyen et long terme. C'est vrai que quand on parle de long terme dans l'impact, ça peut se rejoindre en quelque sorte avec la vision à long terme. Et quand on parle de la route dans la partie impact, il faut être aussi concret et précis, même si ce n'est pas des actions qui vont être menées pendant la vie du projet. Je m'explique, il y a des résultats, des outcomes qui sont attendus pendant le projet ou à la fin du projet. Vous pouvez expliciter des outputs, des résultats qui sont attendus à moyen terme. Ce que votre projet pourra contribuer à moyen terme sur le développement de cette technologie et qui mènera un peu à la vision du futur que vous avez. Ça peut être aussi les actions que vous allez entreprendre à moyen terme pour porter votre technologie à plus haut niveau de TRL. C'est ça qui est aussi attendu dans la partie impact. D'imaginer de façon concrète comment vous allez vous y prendre après la fin du projet. Et avec du coup les impacts un peu plus larges dans le futur. Ça peut du coup là rejoindre sur la partie impact à long terme, ça peut rejoindre un peu la vision à long terme. Mais ça ne se recouvre pas complètement à mes yeux sur la partie impact, qui se veut un peu plus concrète et précise que la partie vision à long terme. Ça, c'est comme ça que j'essaierai de départager les deux choses. Je laisse Laurent et Elsa compléter parce que je pense que ça peut être une question et chaque projet après peut répondre d'une façon différente. Hein. C'est pas non plus Je pense que systématique. tu as dit l'essentiel. Ouais. Ton approche est la plus claire, me semble-t-il. Et comme tu dis, chaque projet différent et peut avoir une approche un peu différente. La partie ambition, vision, rêve sur l'excellence et la partie plus concrète sur l'impact est sans doute le meilleur compromis pour expliquer la réponse. N'hésitez pas à la personne qui a posé la question, comme c'est pas non plus une question facile et c'est un peu ouverte, hein, c'est pas technique, entre guillemets, n'hésitez pas à... Et je pense qu'on a le complément sur la question suivante. Ah, pour les sections. Alors, de même, avez-vous des recommandations pour que la section Science Towards Technology Breakthrough ne répète pas le state of the art? Eh bien, quand même, alors, c'est vrai qu'il faut s'appuyer sur l'état de l'art pour montrer de façon claire et concrète que vous êtes à la frontière des recherches, parce que dans l'état de l'art, vous allez probablement mettre des publications plus de pointes qui sont faites récemment dans le domaine, et probablement, vous allez inclure certaines de vos publications, si vous êtes bien à la frontière et vous faites en quelque sorte l'état de l'art du domaine. Du coup, c'est sur la liste de l'état de l'art, qui comprend aussi un peu vos publications, que vous allez pouvoir appuyer et démontrer le fait que voilà, vous êtes à la frontière, que c'est une réelle rupture, parce que du coup, vous allez montrer que vous allez bien au-delà, qu'il s'agit de faire un saut, de franchir un step, et que ce n'est pas fait encore, et pour des raisons qui sont bien précises, qu'il faut bien mettre en évidence, et expliquer comment vous allez franchir les verrous et surmonter tous les verrous qui permettent d'aller au-delà. Mais le Science Towards Technology Breakthrough, en fait, voilà, c'est là. Comment tous les verrous scientifiques
vont être levés pour aller vers la réalisation de la technologie de rupture que vous visez, que vous envisagez. Et donc, ça s'appuie partiellement sur l'état de l'art, mais c'est un peu encore autre chose. C'est vraiment quels sont les verrous scientifiques à lever par rapport à l'état de l'art, bien sûr, blablabla, mais comment vous allez vous y prendre, pourquoi vous attaquez ces verrous et comment cela va pouvoir mener à la rupture technologique que vous visez. C'est comme ça que je le dirais, mais voilà. C'est vrai que sur une proposition aussi courte, c'est important de ne pas se répéter, de ne pas dire 3 fois la même chose, et en même temps, de faire en sorte que l'évaluateur trouve au bon endroit l'information qu'il recherche. Et en même temps, sans se répéter que la réponse, les descriptions que vous amenez aux 3 parties se complètent et surtout ne se contredisent pas. La dernière, pour le Slido, est-ce que les propositions très bas TRL orientées software ont leur place en Pathfinder Open? On peut se poser la question quand on voit que toutes les thématiques challenges sont hardware. Bah, le open, comme son nom l'indique, il est ouvert à toute technologie à partir du moment où elle est de rupture. Si on peut considérer qu'il y a des recherches en matière de software qui sont en rupture par rapport à l'état de l'art et à ce qui se fait, non pas en applicatif, hein, mais bien dans la façon dont se construit du code ou du soft, bah, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le proposer en Pathfinder Open. Après, les thématiques challenge sont généralement un peu plus appliquées, on peut dire, même si elles restent en bas TRL, mais un peu plus orientées sur des applications que l'on veut obtenir de la technologie. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'y voyez pas ces sujets-là, ou c'est plutôt des sujets hardware en effet. Mais il y a rien qui est interdit je dirais, de proposer des nouveaux développements à bas TRL sur le software en Pathfinder Open. Au contraire, justement, le Pathfinder Open, il a été fait pour, et dans l'esprit de la commission, c'est ça, nous, on a une feuille de route politique ambitieuse sur un regain de souveraineté technologique dans un certain nombre de domaines, sur la nécessité de régler des problèmes sociétaux et d'où les challenge guides. Mais on reste ouvert à tout autre sujet qui pourrait amener, de la même façon, des technologies sur lesquelles, des entreprises pourraient, se bâtir une forte croissance, ou une réponse à des problématiques sociétales. Donc le open est, comme son nom l'indique, il est ouvert. Après, c'est vrai qu'on n'en voit peut-être pas beaucoup, mais c'est peut-être justement, c'est peut-être qu'il en manque et il y a peut-être moins de concurrence que sur d'autres sujets. Je dois vous Oui. quitter. Pas de Je vous souci, salue. Laurent, vas-y. Bah, de toute façon, on va conclure là-dessus. Je vois qu'il y a plus de questions, donc merci à tout le monde d'avoir participé. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui voudraient revisionner le début, on va mettre la vidéo en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au besoin et on reste à votre disposition. Donc, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci bien.